Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk d'OpenTree. On arrive à la fin de la saison et aujourd'hui, on va voir ensemble avec William comment planifier ta saison 2026 dès maintenant. Parce que attendre janvier, c'est un peu ce que tout le monde fait, mais ceux et celles qui progressent vraiment, eux, ils construisent leur saison dès l'automne. Et surtout, on va voir ensemble comment toi aussi tu peux choisir tes bonnes courses sans te disperser, éviter les erreurs classiques dans la planif, notamment celle de commencer trop tard l'entraînement, et comment arriver au top de ta forme au bon moment et avec les bons cycles précédant ta compétition. Pour ça, on va s'appuyer sur un cas concret, celui de Baptiste. C'est un triathlète de la communauté OpenTree. Il nous a partagé ses objectifs, ses envies, ses contraintes, et on va construire ensemble, avec William, la meilleure stratégie et la meilleure planification pour aborder sa saison 2026. Et l'idée, c'est que tu puisses t'en inspirer pour avoir, toi aussi, une saison 2026 pleine de plaisir au quotidien et surtout de RP sur tes prochaines courses. Salut William, comment ça va? Salut Charlie, j'espère que ça va, toi aussi. Ouais, ça va. Prêt à attaquer ce talk qui est dans la lignée de celui qu'on a fait il y a 15 jours. Il y a 15 jours, on parlait de comment faire le bilan de son année précédente. On a décrit la manière avec les 5 étapes pour avoir un vrai bilan de son année et faire mieux la saison suivante. Aujourd'hui, on est sur le live suivant, sur l'étape suivante de comment est-ce que je planifie 2026. Peut-être en deux petits mots, tu veux nous rappeler les principaux enseignements qu'on a eu lors du dernier talk sur comment faire le bilan de sa saison passée? Ouais, c'est vrai qu'on est dans la logique de planification de l'année, donc faire le bilan de la saison dernière, c'était assez important. Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre, de faire un peu l'état des lieux d'où on est avant de planifier justement sa saison 2026. Donc il y a d'une part un bilan plutôt quantitatif, donc qu'est-ce que j'ai pu faire en termes de volume d'entraînement? Est-ce que j'ai été régulier toute la saison? Et puis tout simplement, qu'est-ce que je fais comme compétition? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai performé sur mes compétitions? Mais il y a aussi un bilan plutôt qualitatif, donc là, ça va être plutôt en termes de ressenti. Est-ce que j'ai pris du plaisir? Est-ce que je me suis senti, trop fatigué, pas assez? Donc partie j'aurais pu, du coup, assimiler une charge d'entraînement plus importante. Est-ce que je me suis blessé? Est-ce que j'ai bien géré mon équilibre, entre vie perso et puis entraînement? En fait, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'identifier les forces et les axes d'amélioration, pour la saison prochaine. Ouais. Et si vous voulez retrouver cet épisode en détail, il est dispo. C'était celui d'il y a 15 jours. Et puis vous aurez toute la méthode en 40 minutes. On a couvert toute la méthode pour faire le bilan complet de son année. Et là, aujourd'hui, on va se plonger sur la suite, à savoir comment est-ce que je planifie 2026. Et d'abord, peut-être première question avant de commencer. J'imagine que quand je pense à 2026 et à mes objectifs, je pense à plusieurs trucs. Je peux penser à des résultats que j'aimerais faire sur une course, à aller chercher un chrono, à aller chercher une place, pour certains, juste à aller terminer une épreuve. Euh, c'est quoi les différents... C'est quoi la bonne manière et les bons objectifs à se fixer sur une saison? Parce que dans ce qu'on a cité là, il y a des choses qui dépendent pas de nous tout le temps, notamment aller chercher une place et parfois même un chrono. C'est quoi la bonne manière pour aller se fixer ces objectifs-là selon toi? Ah, c'est vrai qu'il y a pas forcément de bons ou de mauvais objectifs, hein. Mais ouais, on va distinguer 3 types d'objectifs. Il va y avoir les objectifs de résultat, les objectifs de performance et les objectifs de processus. Les objectifs de résultat, ça va être plutôt on va dire ce que tu veux obtenir à la fin. Donc ça peut être une place par exemple, faire un podium sur, le triathlon, du coin. Donc là, ça va plutôt, dépendre, pas seulement de toi. Par exemple, il y en avait beaucoup qui veulent aller chercher une place au championnat du monde, Ironman, et ben, là, ça va dépendre, aussi de la concurrence qu'il y a sur la course. Ouais. Les objectifs de performance, là, ça va être un peu plus concret et dépendre entièrement de l'athlète du coup. Là, ça va vraiment être plutôt, pour avoir un exemple, je veux faire, 1 minute de moins sur 10 kilomètres. Je veux rouler à 40 km/h sur mon triathlon M. Je veux avoir un SV1 à 4 minutes au kilomètre. C'est vraiment un objectif qui va être mesurable et personnel, donc qui va vraiment refléter en fait de votre progression à l'entraînement.
Et là, c'est le type d'objectif qui est vraiment idéal pour, évaluer la réalité de tes progrès, que ce soit entre 2 saisons ou entre 2 cycles d'entraînement. OK. Et les objectifs de processus, là, on va plutôt être sur, on va plutôt être en dehors de l'entraînement, ça va être sur le comment je fais au quotidien. Donc là, ça va être vraiment les actions concrètes que tu vas mettre en place pour progresser. Donc là, ça va être par exemple, au niveau des habitudes de sommeil, au niveau de l'alimentation, routine de mobilité. Mais ça peut aussi être d'implémenter des séances de musculation, ça peut être vraiment plein de choses. Mais du coup, c'est vraiment les objectifs qui vont me permettre d'avoir une certaine, constance sur toute la saison et qui vont aussi être du coup support de, tes objectifs Ouais. de performance et de résultats. Ouais, et j'imagine que ceux-là, en fait, c'est même les plus simples, entre guillemets, à suivre au quotidien. C'est que, bah, c'est ce qui va être, ce que tu mets au quotidien pour réaliser tes objectifs, tes autres typologies d'objectifs. C'est-à-dire Ouais, que tout à fait. réussir à Mmh. se dégager 8 heures pour t'entraîner par semaine ou réussir à courir 3 fois par semaine, c'est des trucs qui sont en plus presque, ouais, plus faciles à suivre au quotidien et on s'assure qu'on est sur la bonne trace et que ça permet aussi, je pense, tu vois, de gagner un peu en flexibilité par rapport à nos autres objectifs de performance. Par exemple, c'est-à-dire que en fait, si j'ai réussi à m'entraîner toute l'année comme je le voulais avec le jour J, au lieu de faire d'aller chercher ma place pour Kona, je termine huitième de mon groupe d'âge. Bon, bah, j'aurais raté l'objectif de résultat. Par contre, j'aurais à minima, enfin, je pourrais me dire que j'ai fait à peu près tout ce qu'il fallait côté objectif de process. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est très important et bah, justement d'avoir ce lien-là entre les 3 où on va dire que, bah, du coup le fil de résultat, c'est on va dire la destination rêvée, hein, qu'on voudrait avoir. La performance, ça va être le niveau qu'il va falloir pour aller sur cette destination-là et le processus, ça va être le chemin que tu vas emprunter pour avoir, du coup ce niveau-là et bah, parfois on la finalité qui est l'objectif de résultat ne va pas forcément être atteinte. Mais on pourra quand même se réjouir d'avoir, mis tout ce qu'on avait entre nos mains en place pour, dans un monde idéal, ça aurait pu marcher, mais bah, du coup malheureusement, mais au moins on sait qu'on a franchi ce cap-là à l'entraînement et au quotidien, pour avoir cette constance-là toute la saison. Ouais. Bon, digression suffisamment longue sur toute cette partie. On, on va peut-être se plonger dans l'étude de cas avec Baptiste. Ouais. On va pour ça vous partager quelques infos sur Baptiste. Alors, Baptiste, si tu nous écoutes, merci de nous avoir transmis ton profil. Ça va faire, je pense, un cas d'étude très intéressant pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Baptiste, en deux mots, c'est un membre de la communauté OpenTree. Il a 42 ans, il est développeur informatique, il habite à Lyon-sur-Mer, en Normandie. Et d'ailleurs, déjà, juste dans ces quelques infos, William, toi, en tant que coach, tu me disais, en fait, déjà enfin, connaître son métier, ça nous donne déjà des indications sur la manière dont on va pouvoir planifier sa saison. Exactement. Bah, c'est vrai que la planification va être très différente, entre un charpentier qui passe, on va dire 30 heures par semaine sur les toits et qui a un métier très exigeant sur le plan physique et là, un développeur informatique qui, on va dire que le métier, physiquement n'est pas très demandeur donc potentiellement, il y aura plus de facilité à aller se mettre un fractionné après la journée de boulot par rapport au maçon, qui aura passé toute la journée, à porter des briques. Et pareil, là, on va être sur un travail aussi, à horaires, réguliers, donc avec des horaires de bureau classiques, ce qui va permettre d'avoir un agencement de semaine, bah, qui va être, à peu près commun à une grande partie des triathlètes, mais qu'on va pas pouvoir, par exemple, appliquer à, je prends l'exemple, du personnel médical, un infirmier, qui travaille, un week-end sur 2 qui a des horaires, de matin, de nuit, et ben, là, la planification de tout ce qui va être sortie longue, fractionnée, bah, mettons la sortie longue, classique du dimanche, potentiellement s'il travaille le week-end, on va pas pouvoir la faire donc voilà, c'est important pour moi de prendre en compte là ce métier pour pouvoir, déjà avoir une base sur l'agencement de la semaine. Ok. Euh, Son âge ensuite, ça c'est un truc qui va faire un peu varier la planif ou pas? Ça peut, enfin, au-delà de son âge, ça va être plutôt être son expérience en triathlon. On peut là, Baptiste, il a 42 ans, on va le dire après, ça fait 10 années qu'il pratique le triathlon.
donc c'est quelqu'un qui a quand même un petit peu d'expérience. Si admettons, on a quelqu'un de 18 ans qui a commencé le triathlon, il y a 3 mois et qui veut, faire un Ironman dans 6 mois, Ouais. c'est potentiellement un peu plus compliqué. Donc ouais, l'âge va être important à savoir et ça va aussi, permettre d'avoir un ordre d'idée en termes de charge physique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Disons que, entre quelqu'un qui va avoir 60 ans et quelqu'un qui va avoir 20 ans, on va pouvoir se permettre, un peu moins de variation, par exemple en course à pied où, bah, du coup la personne de 60 ans va peut-être avoir plus de prédisposition à se blesser, par exemple. Ok. Ouais, intéressant. Et enfin, j'imagine qu'aussi son lieu de vie, Baptiste vit en Normandie, ça peut être un peu intéressant, notamment s'il prépare des épreuves spécifiques. Je sais pas, je pense à du dénivelé par exemple, Oui, ou de la chaleur sur lesquelles il y aura probablement des choses à faire. Euh, oui. je devine aussi qu'à Baptiste, s'il vit en Normandie, on va lui recommander d'acheter un home trainer parce que l'hiver, à vélo, ça va pas être très Ouais. rigolo. Mais plus sérieusement, ça fait partie des trucs que tu regardes aussi. Oui, oui, bah, c'est vrai que la spécificité de l'épreuve par rapport à la localisation, c'est quand même assez important. Donc là, ouais, dans le cas par exemple, s'il préparait, je sais pas, l'Ambraman, en Normandie, ça peut être un peu compliqué. Il faudrait idéalement placer, idéalement, une petite semaine ou 2 minimum, à la montagne pour appréhender tout ce qui est montée de col, descente. Même chose pour la chaleur, hein, s'il prépare Hawaï, par exemple, qui est très chaud, très humide par rapport à la Normandie où il pleut et il vente, beaucoup de temps dans l'année. Désolé, Et bah, Normand. par exemple, voilà. Par exemple, il va falloir, inclure quelques séances d'entraînement en chaleur. Donc, Ok. voilà, c'est vrai que c'est important de connaître ça quand même. Ok. Euh, Maintenant, si on passe sur son profil sportif à Baptiste, du coup, il nous a dit qu'il était triathlète depuis 10 ans, qu'il avait fait une pause de 5 ans à la naissance de ses enfants, et que ça fait 3 ans qu'il a repris très régulièrement avec un volume aux alentours des 9 heures d'entraînement par semaine, avec parfois du bi-quotidien, certains jours, bon, ce qui est souvent le cas hein, dès qu'on dépasse les 7-8 heures d'entraînement par semaine. Euh, quelle analyse t'en fais déjà de ces premières données? Bah, déjà 10 ans d'expérience, c'est une expérience qui est quand même, significative, qui va pouvoir lui permettre, d'appréhender, du longue distance. Donc on va voir tout à l'heure que lui, son objectif, c'est de partir de retourner sur du triathlon longue distance. Une reprise régulière depuis 3 ans, ça, c'est quand même important à savoir puisque, bah, si on avait été à la fin de sa pause de 5 ans, et bah, idéalement, il aurait fallu inclure une phase de reprise un peu plus longue pour pouvoir appréhender ses objectifs sur longue distance. Donc là, on sait qu'il a repris régulièrement depuis 3 ans, qu'il a refait quelques compétitions l'année dernière, avec un niveau satisfaisant. Donc on sait qu'il y a déjà une base qui a été retrouvée et qui va être une belle base d'appui pour planifier sa saison. Et ensuite, les heures d'entraînement par semaine, c'est un bon volume d'entraînement pour quelqu'un qui veut préparer un longue distance, et qui veut même progresser et performer un petit peu. Les possibilités de bi-quotidien, certains jours, c'est intéressant, puisqu'on va être sur des épreuves, du coup longues de, allez, 4 heures, 5 heures, 6 heures pour certains. Donc du coup, pouvoir accumuler, un peu plus de charge d'entraînement sur certains jours, ça va être, aussi clé, pour pouvoir, développer la durabilité de Baptiste, et donc du coup sa performance sur longue distance. Donc ouais, quelques infos intéressantes ici aussi. Ok. Tu me disais par rapport aux 9 heures d'entraînement par semaine, ce qu'il est intéressant de savoir aussi, c'est s'il est capable de faire des semaines un peu plus chargées, s'il est capable de monter à 12, 13, 14 parfois, ou si vraiment à 9 heures il est capé et avec son boulot, sa famille, il peut pas faire plus. Ça, c'est important aussi ouais, pour planifier des grosses semaines. Ouais, bah, les 2 sont jouables. Disons que sur 9 heures d'entraînement par semaine, on est sur un bon volume pour pouvoir, progresser, doucement et régulièrement toute l'année, dans un objectif de longue distance. Le fait de pouvoir monter, ponctuellement à 12, 13, 14 heures, mettons sur un petit pic de 2-3 semaines, 1 mois avant la course, ça va permettre de générer, un pic de forme, supplémentaire, plus important du coup, grâce à la charge qu'on va pouvoir mettre sur cette période-là, et donc du coup de booster la performance. On va dire que, le volume d'entraînement, de 9 heures là, ça va lui permettre de progresser doucement et de débloquer la distance, sans trop de difficultés et que le volume d'entraînement supplémentaire qu'il va pouvoir mettre et donc l'intensité, avec, ça va lui permettre, bah, justement de booster sa performance, et donc d'aller plus vite sur cette même distance. Ok, très
très intéressant. OK, super. Ouais, donc il y a pas de non plus de complexe à faire si jamais on se retrouve, à avoir, des semaines très régulières, mais sans pouvoir vraiment, péter le plafond en prépa. On peut trouver des ajustements. Et je suis plutôt même d'avis à avoir un triathlète qui peut s'entraîner 9 heures toute l'année, mais assimiler ces 9 heures et s'entraîner régulièrement 9 heures toute l'année, plutôt que, un triathlète qui va s'entraîner, 8-9 heures, qui certaines semaines va pouvoir faire 12 heures, 13 heures, mais qui va pas les assimiler, ça va le casser et que, bah, derrière on va être obligé de prendre de la récup, pour pouvoir, bah, du coup, repartir sur une base convenable. Donc, la régularité, voilà, on a beau le répéter, on va le répéter encore. La régularité, la progressivité, c'est vraiment 2 choses très, très, très importantes en triathlon. OK. Donnée suivante, sur Baptiste, c'est son profil physio. Donc, il nous a transmis, quelques infos sur lui. Alors soit de ses dernières compètes, soit de tests qu'il a pu faire par le passé. On est là sur un triathlète déjà qui est bien complet, qui a un niveau de base, hyper intéressant, hein. Ouais, ouais, il y a un super niveau, sur ton natation 4,19 aux 400 mètres, Ouais. je pense que beaucoup de triathlètes rêveraient de nager ce niveau-là un jour, moi-même d'ailleurs. Mais entre une 20 et une 25 sur triathlon M, on peut voir qu'il y a quand même, donc, au 4,19 aux 400 mètres, ça fait une 0,4, une 0,5. On peut voir qu'il y a un gain à aller chercher là-dessus, sur un travail plus spécifique à l'eau libre, pour pouvoir booster ses performances sur triathlon, Ouais. puisqu'on le sait que la nage en eau libre, et la nage en bassin est très, très différente. Sur le vélo, c'est là où on a un peu moins de données, donc on est à 300 watts estimés. Donc là, il conviendra de refaire des tests plus précis, notamment avec un entraîneur pour avoir, une calibration de l'entraînement qui soit vraiment plus cohérente. Juste interrompre William, 300 Ouais, watts, hein, on est d'accord pour ceux qui nous écoutent, c'est la FTP, donc son seuil sur une heure. oui, exactement, OK. c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Et donc, au-delà des 300 watts de FTP, il faudra aussi, associer ça au vélo, au matériel qu'il va utiliser puisque, on le sait, le vélo, et puis, bah, la position, le matériel utilisé, c'est quelque chose qui va être prépondérant dans la performance en triathlon. Ouais. Et enfin, course à pied, 20,5 km/h de VMA, ce qui est un excellent niveau, mais qui est encore, difficilement exploité sur triathlon M où il court à 3 minutes 50. Alors après, on ne connaît pas, enfin, on n'a pas demandé le profil du parcours, si c'était un peu du trail, si c'était, des sentiers. Mais là également, comme en natation, on a un petit cap à passer niveau durabilité. OK. Donc là, en fait, déjà juste en faisant cette première batterie de tests, on a déjà des données objectives pour savoir, enfin les chantiers qui pourraient être mis en place, et là, c'est notamment la déperdition entre, des épreuves sèches et en triathlon. Exactement. OK. Autre chose à dire sur le profil physio? Non, on va pouvoir passer, OK. à sa semaine type. Ouais. Alors Baptiste, comment il s'entraîne actuellement? Bah, déjà, il s'entraîne pas mal Baptiste, hein? Ouais, entre 7 et 9 entraînements par semaine, c'est un très bon niveau, hein. Généralement, on recommande, pour faire du triathlon L, de réussir à s'entraîner, allez, idéalement 5-6 fois. Donc, ouais, on va dire 2 fois dans chaque sport, c'est l'idéal. Donc Baptiste, ouais, il fait entre 2 et 3 natations, 2 et 3 vélos et 3 courses à pied. On peut voir que la charge est très, très bien répartie, entre les 3 sports. Justement, si on revient sur l'analyse qu'on avait de ses valeurs physiologiques, on pourrait potentiellement se dire qu'avec son niveau en natation, il pourrait redescendre à 2 séances par semaine, pour en ajouter une à vélo, ce qui pourrait potentiellement lui faire passer un cap à vélo, là où en natation, il a maintenant peu de choses à gagner, on va dire, vraiment d'un point de vue physiologique, c'est plutôt ça va être sur le transfert dans la natation en eau libre qui va avoir à gagner. Ouais. Mais en nageant 2 fois par semaine, on aurait, potentiellement, pas mal à gagner, si on venait rajouter du coup un vélo. Et en fait, je on retombe dans cette, logique qu'on a déjà évoquée plusieurs fois ici, c'est, on est tous ici triathlètes amateurs, on a tous un volume hebdomadaire consacré à l'entraînement qui est limité. Il faut être en capacité d'utiliser ces peu d'heures d'entraînement de la manière la plus intelligente possible. Et là, peut-être qu'il y a quelques petits trucs à revoir pour mettre l'accent davantage sur le vélo. Oui et puis il faut souligner aussi que là, on est sur, l'emploi du temps et le profil de Baptiste, que c'est pas, l'emploi du temps et le profil de tout le monde.
Donc voilà, il faut vraiment adapter à ses disponibilités, son envie et ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on veut faire. Parce que pas tout le monde peut s'entraîner 9 fois par semaine. Ouais. Il y en a certains qui vont pouvoir s'entraîner que 5 fois, d'autres qui vont pouvoir s'entraîner 12 fois. Il faut vraiment adapter à son profil. Et limite, moins on peut s'entraîner, plus grand devient l'enjeu de bien répartir ses entraînements aussi, quoi. Exactement. Chaque entraînement ne doit pas être fait au hasard et doit avoir un vrai intérêt et une vraie logique dans la planification. Ok. Et ce que tu nous disais, bah, justement, là, à l'instant, c'est un profil qui est déjà prêt à performer et à aller chercher son RP, voire même une vraie performance sur Triathlon L avec le temps qu'il a et le profil physio qu'il a déjà. Oui, exactement. Et puis son expérience aussi, 10 ans, c'est quelque chose qui est relativement significatif. Et à noter qu'il a déjà fait du longue distance aussi. Donc oui, oui, là, il est tout à fait enclin à performer sur longue distance, tout en sachant que bah, du coup, cette base d'entraînement-là, il l'a déjà depuis quelques années maintenant, malgré sa pause. Et donc, il sera tout à fait en mesure de l'exploiter. Et donc voilà, comme on l'a dit précédemment, donc, le niveau en natation est plutôt excellent hein, pour un triathlète, mais il a gagné en transfert au niveau de l'eau libre. Le niveau à vélo est vraiment déterminant sur longue distance. On est plus de 50% du temps sur le vélo. Donc il va falloir développer sa durabilité à l'effort, d'une part pour avoir une performance à vélo convenable, et d'autre part pour être capable de bien courir derrière. Et ça va aussi passer par s'attarder sur son matériel aussi. Puisque bah, du coup, 300 watts, mais si je suis sur un biclou, ça va pas être la même chose. On tirera forcément moins vite que si on met 200 watts et qu'on est sur le vélo de Blumenfeld. Ouais. Donc voilà, c'est bien beau d'avoir les watts, mais il faut aussi avoir un matériel qui soit efficace et qui soit, en tout cas, pas forcément avoir un vélo à 10 000 euros, mais en tout cas, le vélo qu'on a, qui soit parfaitement entretenu avec une position travaillée et qui nous permette d'avoir enfin, de tirer au maximum le profit de ce qu'on a en termes de matériel. Ouais, ouais. Et c'est ce que Et j'allais dire ensuite, là-dessus, pardon, sur le oui. vélo, c'est que faut pas se réfugier derrière le fait de devoir aller acheter un nouveau vélo ou le vélo le plus aéro du marché. Il y a déjà pas de mal de choses à gagner déjà en optimisant son vélo, sa position, ses périphériques si besoin. Faut pas que ce soit une excuse de ah, j'ai pas les moyens d'acheter le vélo à 8 ou 10 000 euros. Non, il y a déjà des choses à faire, j'en suis sûr, chez 99% d'entre nous pour avoir une meilleure position et des accessoires périphériques qui soient plus performants. Donc, ne nous rangeons Tout pas à derrière fait, tout à l'excuse fait. du vélo. Et pour faire un rapide point là-dessus, euh, un vélo de triathlon d'entrée de gamme à patins parfaitement optimisé. Donc quand je dis parfaitement optimisé, c'est avec une position travaillée, aérodynamique, une transmission parfaitement entretenue et des pneumatiques qui soient en très bon état et choisis pour la performance. Donc c'est vraiment pas les trucs qui coûtent les plus chers. Déjà, si vous avez optimisé ça, vous serez potentiellement plus performant que un triathlète qui aura investi dans le dernier Cadex à 15 000 euros, mais qui ne sera pas du tout optimisé en termes de position et qui va mettre des pneus bas de gamme sur cette Formule 1 là, quoi. Merci pour ce rappel, il était important quand même de ne pas se réfugier derrière le budget et le vélo le plus cher. Oui, non, non, c'est sûr. Et pour en finir avec la partie course à pied, 20,5 km/h de VMA, c'est vraiment un potentiel de coureur solide. Donc c'est quelqu'un qui objectivement, sur 10 km secs, peut courir entre 32 et 33 minutes. Donc c'est pas normal qu'il court 39 minutes sur un triathlon M. Donc là aussi, il y a à gagner en durabilité, d'une part par un travail spécifique en course à pied, et d'autre part par le travail qu'on fera à vélo qui lui permettra d'être plus économe sur le vélo et donc de mieux courir derrière. Ok. Euh, Maintenant, si on regarde un peu ses objectifs 2026, ce qu'il nous a transmis, euh, un grand objectif principal, celui du triathlon, du Striemann le 28 juin, et il nous a tout précisé un objectif chronométrique. Oui, alors donc là on est sur un objectif de performance, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Juste un petit rappel par rapport aux objectifs.
Il y a une méthode qui est très courante, et qui est très pertinente à utiliser notamment en triathlon, hein, mais aussi dans d'autres secteurs de la vie, c'est la méthode SMART, pour t'assurer que ton objectif, il soit clair et atteignable. Donc, SMART pour, donc les 5 lettres ou 5 significations, donc le S pour spécifique, donc qu'il soit, du coup, un objectif qui soit précis et clair. Le M pour mesurable, donc là, c'est quelque chose qui doit être, qui est quantifiable. Donc là, on a l'objectif chronométrique de 4h30. Le A pour atteignable, donc qui est ambitieux mais possible. Pour vous donner une idée, il a déjà fait 4h35 sur un triathlon L. Donc gagner 5 minutes par rapport à cette performance-là, c'est quelque chose qui est tout à fait atteignable. Le R pour réaliste, mais qu'on pourrait aussi définir comme pertinent, donc qui est en accord avec le contexte d'entraînement, le temps, tes priorités au quotidien. Si là, on était sur un athlète qui ne pouvait s'entraîner que 3 fois par semaine, ça aurait pu être forcément beaucoup plus compliqué. Et le T pour temporel, donc quelque chose qui soit temporellement défini, donc avec une date, une échéance. Donc là, on voit bien le 28 juin. Donc voilà, un objectif SMART, c'est vraiment quelque chose qui permet de, enfin, c'est une méthode très simple qui permet vraiment de calibrer son objectif et d'être sûr qu'il soit réalisable. Ouais. Et là, pour le coup, Baptiste, ça rentre dans les clous sur les 5 critères. Ouais, Ça, OK. c'est son objectif principal. Il nous a aussi fait part d'objectifs secondaires. Alors, peut-être juste avant d'entrer dans le détail de ces objectifs secondaires, tu peux nous faire un petit point là-dessus sur pourquoi il est important d'avoir des objectifs principaux où on veut absolument performer, qui sont les moments forts de notre saison, et des objectifs secondaires qui sont naturellement un peu déclassés, un peu moins importants. Ouais, alors, ce qu'il faut garder à l'idée, c'est qu'on ne peut pas être en forme toute la saison. Donc un objectif principal, ça permet de se définir, soit une compétition clé, notamment pour ceux qui font du longue distance ou un marathon, par exemple, ou alors une période de compétition sur un mois où, mettons, je vais enchaîner, 1 ou 2 ou 3 triathlons S. Donc ça permet de cibler une période où on va être vraiment en forme, où du coup, on va venir relâcher la charge avant pour avoir donc pour réduire la fatigue, et pour être, du coup, relativement en forme. Donc ces objectifs principaux-là, généralement, on conseille d'en avoir 2 à 3 maximum dans l'année, et donc c'est les objectifs sur lesquels on va vouloir vraiment performer. Les objectifs secondaires, ils vont avoir plusieurs intérêts, donc c'est des objectifs pour lesquels on va se préparer, mais on ne va pas accorder autant d'importance, à la performance et à l'affûtage, envers ces compétitions-là. Donc là, on peut voir que Baptiste, il a prévu un semi-marathon fin mars. Donc là, c'est quelque chose qui va être très intéressant, pour pouvoir, évaluer s'il a franchi un cap en course à pied, pendant l'hiver. Ça permet aussi de garder du plaisir tout au long de la saison, de casser un peu la routine de l'entraînement. On peut voir aussi qu'il a placé 2 triathlons M, donc mi-mai et début juin. Donc là, c'est un calendrier qui est très cohérent puisque on va dire que mi-mai, ça va pouvoir lui permettre, de faire une compétition, à bloc puisqu'on va être encore éloigné de sa compétition de fin juin, et qui va permettre de faire le point, déjà sur le travail dans les 3 disciplines tout au long de l'hiver. Et puis pour voir, s'il y a encore quelques lacunes, sur lesquelles travailler puisqu'on aura encore le temps de faire un bloc d'entraînement après. Ouais. Et puis c'est le triathlon de début juin aussi intéressant, on peut le faire, donc là il se rapproche un peu de l'objectif, on peut le faire à l'intensité de la course. Pour voir si à l'intensité visée sur le triathlon L, tout se passe bien. Donc faire un triathlon M, à cette intensité-là, entre 2, 3, 4 semaines avant la course, objectif, ça peut être intéressant aussi. Ouais, ouais. Et puis, Donc voilà. ça permet, je pense là aux débutants, qui vont se projeter là-dessus, sur leur première ou leur deuxième année de triathlon, bah, l'air de rien, refaire 2 triathlons en prépa, ça permet de revoir 2 fois les bases sur, les transitions, l'enchaînement des disciplines, les contraintes spécifiques, à la compétition. Donc, ça, c'est des expériences même si, on n'y met pas, toute sa performance et qu'on est plutôt sur de la répétition de l'objectif principal, bah, elles nous apprennent quand même des choses, ces courses-là, hein. Il est important de les faire. Ouais, ouais, c'est même, c'est comme tu as dit, c'est même important de reprendre, le goût de la compétition, puisque, on s'entraîne toute l'année, c'est bien, on progresse, mais généralement quand on est en compétition, on a ce petit supplément d'âme, cette petite adrénaline en plus et y reprendre goût quelques semaines avant son objectif qui est vraiment majeur,
Ça permet bah, de refaire le point un peu sur où est-ce qu'on en est, mais sans avoir la pression vraiment du résultat pour lequel on s'est préparé depuis quelques mois. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc après ce semi-marathon fin mars, ces 2 triathlons M de prépa mi-mai, début juin, Baptiste il nous a fait part d'objectifs de swimrun, donc après son triathlon L, après son objectif principal, début juillet et mi-septembre, et d'un triathlon M fin août. Heu, Ça, comment est-ce que enfin j'anticipe un peu, mais déjà est-ce que ça te paraît logique et faisable d'enchaîner après ce triathlon L sur ce genre de choses? Oui, oui, tout à fait. Alors après, il faut garder à l'idée que sur le swimrun début juillet, il sera peut-être pas forcément Ouais, au pic de sa forme puisqu'il restera encore de la fatigue résiduelle du triathlon L. Mais oui, oui, c'est un cheminement qui est tout à fait cohérent, d'avoir cette petite phase de transition-là, sur le mois de juillet avant de repartir sur une période de compétition, sur août et septembre. Là, un triathlon M et un swimrun mi-septembre, c'est quelque chose qui est largement envisageable, qui permet d'aller tranquillement jusqu'à la fin de saison, tout en gardant, cette petite carotte là pour aller prendre du plaisir sur une compétition. Donc, ouais, non, tout à fait cohérent là aussi. Il aurait même pu rajouter par exemple, je pense à la Normandie, le triathlon L du Béman, début octobre. Ça aurait été tout à fait cohérent aussi, s'il avait souhaité le faire. ouais, ouais, OK. Heu, Moi ce que j'aime bien dans ce qu'il nous a proposé Baptiste, c'est que il y a un objectif principal, donc il sait sur quoi il va se concentrer et il sait ce qu'il veut viser dans son année. Par contre, il a 6 objectifs secondaires en plus. Il est OK avec le fait qu'il ne sera pas dans la forme de sa vie ce jour-là, mais par contre, il sait qu'il va y prendre du plaisir, il sait qu'il va mettre un dossard. Il sait que les 10 heures d'entraînement qu'il va passer chaque semaine, donc les 520 heures par semaine, elles trouvent aussi leur consécration là, quoi, dans le fait de mettre un dossard et d'aller chercher aussi des objectifs secondaires sur lesquels on y va davantage pour le plaisir. Ouais et puis c'est aussi tout le danger qu'on a pour les triathlètes débutants, qui voient le calendrier, très, très fleuri, avec, des courses quasiment tous les week-ends. Alors, c'est très cool, on prend des dossards, mais il faut vraiment et j'insiste là-dessus, définir quelles courses vont être les objectifs principaux. Ouais, C'est très important pour pouvoir vraiment cibler, quelles périodes vont être des périodes de travail, quelles périodes vont être des périodes plutôt de récupération, d'affûtage, de compétition. C'est très, très important de planifier cette saison, comme ça, puisque, bah, si vous allez sur toutes vos compétitions à bloc, bah, il y a 2 scénarios possibles, enfin 3 on va dire. Il y en a un, c'est, bah, vous allez au bout de la saison, mais vous finissez complètement rincé si vous vous êtes pas blessé avant. Le deuxième, c'est, bah, au bout de 3, 4, 5 compétitions, à fond, bah, j'ai perdu le goût de la compétition parce que, enfin, j'ai pas le temps de récupérer entre chaque course et j'arrive même pas à progresser puisque, en fait, je jongle entre des périodes d'affûtage pour être prêt pour ma compétition et des périodes de récupération après la compétition. Donc ouais. j'ai pas vraiment le temps de m'entraîner réellement pour progresser. Et le troisième, bah, c'est tout simplement la blessure, hein, comme je l'ai dit juste avant, bah, si vous faites tout le temps tout à bloc, bah, vous finirez par vous blesser et puis, bah, vous irez pas au bout de votre saison. Ouais, rappel important, tu as raison. On est en octobre, les débutants, ceux qui vont faire leur première saison de triathlon viennent de nous rejoindre. C'était une mise au point nécessaire, tu as raison. Si on parle de la suite, du coup, maintenant qu'on a réuni toutes les infos dont on avait besoin sur Baptiste, tu as fait ce travail du coup maintenant de planification de sa saison. Heu, Est-ce que déjà, avant même de rentrer dans le détail de ce qu'on va voir là, juste tu peux nous expliquer le principe de ces grands cycles d'entraînement? Ouais, bah, alors, moi, j'aime bien agir avec une notion de rétro-planning. En fait, je vais partir justement de mon objectif principal, qui va être du coup ma ligne d'arrivée, ma finish line et on va remonter le temps jusqu'à la date d'aujourd'hui en plaçant les différents cycles. Donc là, parmi ces différents cycles et ben, on va avoir, déjà comme on le voit là, un cycle de transition, de reprise. Donc on peut imaginer qu'il a fini sa saison de triathlon, bah, il y a quelques semaines. Donc là, potentiellement, il a pu couper un peu, réduire le volume d'entraînement. Donc là, on va être sur un cycle de transition, de reprise pour remonter en forme et revenir sur un niveau d'entraînement convenable qui va lui permettre d'être un bon support pour sa progression. Ensuite, on va avoir une préparation, on va dire, générale sur laquelle on va s'attarder,
plutôt sur des qualités, alors il y a deux écoles, soit plutôt sur des qualités, non spécifiques à l'épreuve qui vont être préparées. Donc par exemple là, il veut préparer un triathlon longue distance, on va plutôt s'attarder sur, des qualités de VO2 max, des intervalles courts, des qualités de vitesse. Ou alors, et d'où l'intérêt du travail d'analyse de la saison précédente, vraiment s'attarder sur, les points faibles qu'on aura identifiés, sur la saison précédente. Donc moi, c'est plutôt mon optique. Donc du coup, dans cette période-là, de pouvoir développer ces points faibles, et qui vont du coup naturellement renforcer, ces points forts aussi, hein, par la suite. Et ensuite, on a une période de préparation spécifique. Donc là, on va rentrer dans, les, 8-12 dernières semaines avant la course objectif, où là, on va, avoir des entraînements qui vont être spécifiques à la compétition préparée. Donc là, si on repart sur un triathlon L, on va inclure de plus en plus de sorties longues avec intensité, des enchaînements, à allure de course, du travail en eau libre, avec des sorties en combinaison. Voilà, des choses comme ça qui vont du coup progressivement nous mener jusqu'à l'affûtage et à la compétition. Et ensuite, généralement après une grande compétition, on a une période de transition où on va venir réduire le volume d'entraînement, pour assimiler du coup toute cette préparation et repartir ensuite sur, du coup là sur la deuxième partie de saison, comme OK. on le verra tout à l'heure. Donc là, si je résume, cycle de transition reprise, ensuite prépa générale, prépa spécifique jusqu'à la compète et ensuite, récup, slash transition vers la suite de la saison. Heu, je te propose de rentrer un peu plus en détail dans la première phase, ce cycle de transition qui va démarrer là en octobre et qui va se poursuivre jusqu'à décembre. Ouais. Heu, là, tu mettais un volume d'entraînement entre 6 et 8 heures par semaine, j'imagine pour une reprise progressive. Qu'est-ce qu'on va travailler à ce moment-là? Exactement, donc 6 à 8 heures, hein, globalement, on va être sur, allez, entre ouais, 2/3, 80 de son volume habituel. Donc idéalement progressif au fil des semaines pour pouvoir remonter en charge doucement. En natation, donc là, moi, j'aime bien avoir un travail technique l'hiver. Généralement, c'est là où on peut prendre le temps, de faire un peu d'éducatif, de remettre en place doucement, sans grandes intensités. Juste garder quelques sprints pour avoir un travail, de coordination neuromusculaire, mais c'est vrai qu'en natation, c'est intéressant d'avoir ce travail technique en hiver avant de bosser un peu plus, au niveau physio. À vélo, là, j'aime bien inclure un travail de VO2. Alors, en fait, le, mmh, l'intérêt, c'est que ça va lui permettre de remonter, au niveau forme, assez rapidement, par des intervalles courts, on pense aux classiques séries, des 30-30, des 1-1. C'est des choses qui sont relativement ludiques et qui vont permettre de remonter la forme assez rapidement. Et à vélo, ce qu'on va aussi chercher à faire, c'est à remonter le volume, donc progressivement revenir à 3 séances par semaine. Et idéalement même, alors c'est pas toujours facile l'hiver, surtout en Normandie, essayer d'inclure, la sortie longue, toutes les semaines ou au moins une fois toutes les 2 semaines. Puisque, du coup, on l'a dit et je le répète, le vélo, c'est une grande partie de la performance sur 73. Heu et donc, avoir ce volume d'entraînement à vélo constant toute l'année et ces sorties longues, c'est ce qui va lui permettre de gagner en performance sur le vélo et puis aussi de mieux courir derrière. OK. Et en course à pied, donc là, c'est le sport où on doit être le plus prudent, donc une remontée en charge progressive avec, d'abord des footing. J'aime bien inclure des fartleks, pas trop se fier à l'allure, plutôt aller faire, des intervalles comme ça, un peu à la sensation en nature. Naturellement, la forme va remonter, donc pas trop regarder l'allure, plutôt le faire aux sensations. Et puis inclure quelques lignes droites aussi, ça peut être des 4 à 6 fois 15-20 secondes, à la fin d'un footing, ça crée pas de fatigue. Ça fait un petit stimulus neuromusculaire, ça permet de travailler la coordination, la vitesse, l'économie de course. Ça mange pas de pain, mais ça permet de remonter aussi en forme. Et à la fin de ce cycle de reprise-là, j'aime bien inclure les tests d'intensité, qui vont permettre de calibrer précisément les zones d'entraînement pour, du coup, pour la préparation générale et spécifique. Donc là, moi, pour un athlète qui fait du longue distance, j'aime bien inclure, un test 200 m, 400 m en natation. Heu, En vélo et en course à pied, un test 5 minutes et 20 minutes, Ouais. qui vont lui permettre du coup d'établir, sa vitesse critique, sa puissance critique, et donc, du coup d'avoir tout ce référentiel, d'entraînement là.
Mais il est possible aussi, si on ne veut pas faire ces tests d'intensité-là, de les remplacer par, un dossard de dernière minute sur une compétition à 5 kilomètres, un 10 kilomètres par exemple en course à pied. Ouais, OK. Heu, J'en profite pour faire un petit aparté sur cette dernière notion de test. C'est des questions qu'on a un peu en ce moment, avec les athlètes qu'on accompagne, heu, qui certains nous demandent pourquoi est-ce qu'on fait pas de test tout de suite, dès la reprise, dès, septembre, octobre. J'imagine que la réponse tient notamment dans le fait que, ben, on ne fait pas des tests dès les premières semaines d'entraînement, mais qu'on a besoin de reprendre un peu de volume, et de forme avant de pouvoir faire ces tests et qu'ils soient significatifs. C'est bien ça? Ouais, exactement. En fait, ce qu'il faut garder à l'idée, c'est que le résultat des tests, c'est une image à l'instant T de son niveau physiologique et en fait, le fait de les faire à la fin de ce cycle de transition, de reprise, ça permet d'avoir de les faire à un moment où, le niveau de l'athlète sera déjà bien remonté et arrivé sur un léger plateau. En fait, si on les fait dès le début et bah, on va dire que dans une semaine ou 2, ils seront plus valides parce qu'on aura déjà reprogressé beaucoup plus, par rapport à cette phase-là où on venait tout juste de reprendre l'entraînement. Bien sûr, OK. Donc voilà pour la phase de transition reprise qui va nous amener jusqu'à fin décembre. S'ouvre entre janvier et mars, donc ce que tu nous disais être, la prépa générale. Ouais, c'est ça. Donc là, on va venir se tabler sur le volume que Baptiste peut, tenir de manière régulière toute la saison. Donc autour de 9 heures par semaine, entre 8 et 10 heures, voilà, j'ai mis. En natation, là, moi, ce que je vais vouloir, travailler, ça va être plutôt son endurance. Donc quand je dis endurance, ça va pas seulement être de la zone 1, mais ça va être aussi être, son endurance au 1 seuil. Le but, ça va être de l'habituer à nager longtemps, sur des intervalles qui soient relativement longs. Donc je prends par exemple, une des séries classiques, entre 6 et 8 fois 400 mètres, c'est des nageurs un nageur qui est de ce calibre-là, qui peut relativement bien encaisser, mais avec des départs relativement serrés et l'entraîner à nager longtemps pour répéter, justement cette, spécificité de l'épreuve où, bah, du coup, sur triathlon longue distance, on va être amené à nager 1 900 mètres d'une traite. Parfois il est sorti à l'australienne, mais, voilà, 1 900 mètres d'une traite et donc à maintenir un niveau d'intensité, élevé et donc le but de travailler cette endurance-là, ça va être de se servir de son niveau, assez important sur 400 mètres, et du coup de booster son 1er seuil pour lui permettre d'être, le plus ra en même temps le plus rapide et en même temps le plus économe dans l'eau. Mmh. Et puis on pourra aussi également inclure quelques rappels de vitesse, c'est toujours intéressant surtout, bah, du coup pour pouvoir partir vite en triathlon, notamment sur un départ de la plage, pouvoir relancer à une bouée, donc ça, c'est quand même intéressant de garder ces qualités de vitesse-là. Ensuite, sur le vélo, donc Baptiste nous a dit qu'il pouvait faire, à peu près 2 séances de home trainer par semaine et une sortie longue. Donc là, moi, je vais m'appuyer sur le travail de VO2 qu'il a réalisé précédemment et donc là, on va passer sur des intervalles plus longs, donc forcément moins intenses, donc là, plutôt autour du 2e seuil. Donc là, l'idée, ça va être, de cumuler, des séances avec, entre 40 et 60-70 minutes de temps de maintien sur les intervalles. Ça peut être un 10 fois 5 minutes, un 6 fois 8 minutes, des choses dans ce sens-là, Mmh. qui vont lui permettre de travailler, sur sa résistance, et donc sa durabilité. Des séances de force aussi, donc à basse cadence avec des intervalles un peu au tempo qui vont lui permettre, bah, d'une part de travailler en position aérodynamique parce que bah, sur triathlon longue distance, c'est un triathlon sans drafting, donc où on va passer beaucoup de temps en position aéro et donc il y aura besoin de développer cette force-là. La littérature scientifique n'est pas, toujours d'accord sur le fait que le travail en force, permet, un gain de performance. Cependant, moi j'estime que niveau gainage, efficacité de pédalage, coordination et résistance à l'effort, étant donné qu'on va avoir une contrainte musculaire importante Mmh. et ben, on gagne, on peut gagner à faire ces intervalles-là en force au 1er seuil plutôt que les faire à cadence naturelle OK. et puis donc naturellement aussi, continuer les sorties longues, donc là on va être sur des sorties, idéalement autour des 3 heures régulièrement. Ça peut être pas mal pour pouvoir, continuer à développer cette durabilité-là et en course à pied, même chose, on a un coureur qui est excellent au niveau VMA, mais qui perd rapidement ensuite. Donc là, l'idée, ça va être de faire pareil, du travail au seuil 2, donc à de l'allure 10 kilomètres, mais de cumuler un long temps de maintien. OK. On peut penser par exemple aux célèbres séances des Norvégiens, les 25 fois 400,
allure 10 km, c'est pas très dur, mais c'est long. Et Ouais. d'un point de vue mécanique, ça va lui permettre de booster cette résistance-là. Et sur les sorties longues, intégrer un peu d'endurance active, de premier seuil, sur des longs intervalles pour pouvoir lui permettre de mieux courir sur 70-3. Et en fin de préparation générale, s'il n'y a pas de compétition, donc là on a un semi-marathon fin mars, mais par exemple à vélo, on peut réintroduire par exemple un test 20 minutes pour voir un peu les évolutions par rapport au test qui a été fait 3 mois avant. OK. Ouais, très intéressant. Là, dans son cas, du coup, tu lui ferais refaire, enfin, tu lui ferais faire un test, à vélo. Tu utiliserais, j'imagine, la compétition de semi-marathon qui est prévue fin mars comme test à pied. Tu lui ferais faire un test en natation aussi? Ouais, potentiellement, un test par exemple en natation sur 1 500 mètres, Ouais, qui pourra être mis en relation avec du coup ce qu'il avait fait sur 200 et 400 mètres, précédemment. Voilà, l'idée, ces tests-là, on va dire que c'est plutôt un peu à la carte, en fonction de ce qu'on a travaillé et voir un peu si vraiment par exemple les séances commencent à devenir trop faciles, c'est qu'il y a eu un gros step de passé. ouais, Donc là, on peut potentiellement refaire un test. Mais en soi, un athlète qui se connaît bien, chaque séance entre guillemets est un test en elle-même puisque, hem, bah, la séance, il l'a peut-être déjà fait il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an et donc il peut voir un peu comment il s'est senti. Si je prends un 5 x 5 minutes à vélo, il peut voir quel watt il a développé il y a 1 an, quel watt il développe aujourd'hui, quelle fréquence cardiaque, quel ressenti. Donc il peut aussi évaluer cette progression-là juste par rapport aux séances et sans forcément faire de test. OK. Ouais. On arrive donc fin mars, va débuter donc la période, de prépa spécifique pour sa grosse compète de l'année. On a donc 3 mois, avril, mai, juin pour le préparer pour, le triathlon L de du Striemann, pardon. Là, qu'est-ce qui va différencier dans la prépa et dans la manière dont tu vas prévoir son entraînement? Et bah, là, on va être sur un entraînement qui va être plus spécifique à la compétition qu'il va préparer. Donc là, ça va être, donc là, j'ai mis 8 à 10 heures d'entraînement, mais ça va être la période où il va pouvoir intégrer, par exemple, son un stage ou un pic d'entraînement plutôt, pas forcément un stage, mais de 3-4 semaines où il va pouvoir monter à 12, 13, 14 heures. Donc ça, idéalement, il va pouvoir le faire, après sa compétition, après son triathlon qu'il fera mi-mai. Mais on va dire qu'entre la fin du mois de mai et mi-juin, là, c'est les 3 semaines où il peut faire vraiment un pic d'entraînement, Ouais, et inclure justement le 2e triathlon qu'il va faire à allure course, OK. et donc qui permettra de valider, les intensités qu'on aura fixées. Donc en natation, là, on va être sur un travail plus spécifique avec, on va pouvoir notamment inclure des sorties en eau libre. C'est la période où ça commence à être idéal. En Normandie, l'eau est un peu fraîche, mais avec, une bonne combi néoprène, une cagoule et éventuellement des chaussons, ça peut passer. Sinon, bah, le faire, aussi en bassin, c'est possible. Faut voir avec la piscine si, il y a pas de souci pour ça, mais essayer de nager régulièrement en combi et puis de continuer à faire ces intervalles, longs pour transférer son niveau, sur 400 mètres, bah, sur triathlon. OK. Et puis, essayer d'inclure aussi un travail spécifique triathlon. Donc, là, quand je parle de travail spécifique triathlon, ça va être, bah, des respirations un peu en crawl polo pour, regarder devant et prendre l'information, sur sa trajectoire. Ça va être de travailler les changements de rythme avec des relances. S'il va nager en eau libre, essayer de travailler aussi les changements de direction, s'il a la chance d'avoir un plan d'eau avec des bouées. Donc voilà. Je dirais que là, c'est aussi la période où il peut descendre à seulement 2 séances de natation pour mettre l'accent sur le vélo. Mmh. Puisqu'en plus, on arrive au beau jour, donc les sorties en vélo en extérieur sont plus faciles, que ça soit en semaine avec les jours qui se rallongent ou avec la météo qui est tout simplement plus cool. Et à vélo, donc on va continuer, les sorties longues, mais on peut potentiellement rajouter de l'intensité avec du seuil 1, du tempo pour pouvoir, justement travailler ces intensités-là sur fatigue et bah, du coup développer encore cette durabilité. Continuer le travail au seuil 2 dans cette même logique qu'on avait évoquée précédemment. Et en course à pied, on va commencer à inclure, des enchaînements spécifiques à allure course, pour pouvoir, bah, développer cette capacité à enchaîner après le vélo. Continuer un peu des sorties assez longues et être un volume de travail, au seuil 2 assez important. Ça peut être, un 10 fois 1000, allure semi, ça peut être des choses comme ça, des séances qui sont pas forcément très dures en termes d'allure, mais qui sont très longues et qui vont finir par être difficiles sur le dernier tiers, en termes de contraintes mécaniques et qui vont lui permettre justement de développer cette, résistance à la fatigue. OK. Ouais. Donc l'idée, voilà, c'est, comme vous avez pu voir, pas de séance VMA,
puisqu'en soi, c'est son point fort. Ouais. Et c'est clairement pas déterminant sur triathlon longue distance. C'est plutôt faire des séances longues en contrôle où la contrainte musculaire va être le principal facteur limitant en fin de séance, mais ce qui va permettre de passer un cap sur longue distance. Ouais. Et puis on le voit bien avec cette prépa là sur les 3 premiers cycles. Vous le savez si vous nous suivez depuis quelque temps, mais plus on va se rapprocher de la compétition, plus on va être sur des intensités et des contraintes proches de celles de la compétition. Ce qui explique que, 9 mois avant, on peut se permettre de faire, encore des séances, avec quelques sprints en natation qui sont extrêmement éloignés de ce dont on va avoir besoin le jour d'un triathlon L. Par contre, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la compète, on arrive sur, des allures et des contraintes qui sont vraiment spécifiques à celle-ci. Ouais, je soulignerais juste quand même que, à vélo, en course à pied ou en natation, inclure quelques petits sprints de temps en temps, heu, ça peut être intéressant pour, ce travail de coordination de foulée, par exemple, en course à pied à haute intensité. C'est très peu fatigant et juste 4 fois 15 secondes, en course à pied, en sprint, et 1 fois tous les 15 jours, c'est quelque chose qui, d'un point de vue neuromusculaire, peut être, intéressant et suffisant pour conserver ces qualités de vitesse-là. OK. Ouais. Voilà, donc on est arrivé au 28 juin. Normalement, avec tout ça, Baptiste a brillé sur le Striemann format L. En juillet, on commence la transition vers ces épreuves de swimrun. Voilà, donc une petite période de récupération, qui sera relativement courte. En fait, là, son swimrun, de début juillet arrive très proche du triathlon L, donc il va intervenir, en fait, pendant sa période de récupération, mais en soi, il pourra largement surfer sur la forme qu'il aura acquise. Surtout que c'est une découverte du swimrun, donc là, le but, c'est plus de prendre du plaisir, que de performer. Donc ça permet d'avoir une période de transition, d'un petit mois là, comme ça, pouvoir, récupérer toute la prépa qui a été faite et de l'assimiler. Idéalement, on aime bien, après un triathlon L, prendre, 1 semaine vraiment très light, même 2, avant de repartir progressivement sur une prépa plus complète. Heu, mais, heu, mais là, étant donné que c'est une découverte de swimrun, il n'y a pas forcément de soucis particuliers. OK. Et le mot d'ordre pour la fin de la saison, août-septembre, c'est de repartir sur plus courte, cette fois-ci prépa spécifique. Voilà, exactement, on n'a pas le temps de repartir sur une préparation générale, étant donné la proximité des courses. Donc là, on peut repartir sur un volume autour des 9 heures d'entraînement par semaine. Dans l'objectif de swimrun, de mi-septembre, on va continuer le travail spécifique en eau libre en natation. On va même pouvoir potentiellement, alors je n'ai plus en tête la longueur du format du swimrun, mais on va potentiellement même pouvoir baisser un peu le volume à vélo, pour pouvoir monter celui en natation, pour pouvoir assimiler, la distance qui va être parcourue, le jour J, et potentiellement même performer aussi. Sachant que, en vélo, hormis le triathlon M, qui est situé fin août, il n'y aura pas forcément d'autres compétitions. Donc là, il va pouvoir, du coup, baisser le vélo puisque la demande sera moins importante que sur un triathlon L, et conserver un travail au seuil 2, qui sera relativement spécifique au triathlon M. Et ensuite, en course à pied, là, on va continuer les enchaînements spécifiques, soit après le vélo, mais aussi après la natation. S'il a un plan d'eau à côté de chez lui avec, avec quelques chemins pour faire un peu de course à pied, ça peut être l'occasion de faire des enchaînements un peu, swimrun, et puis continuer le travail autour du premier seuil et du tempo pour pouvoir, bien aborder d'une part la course à pied sur le triathlon M et ensuite, les enchaînements, natation course à pied sur le swimrun. OK. Et écoute, je pense qu'on a fait un bon tour de la saison de Baptiste. On a Voilà, eu le temps d'entrer i dans le i détail. On vous a il a livré. plus qu'à suivre le programme. Ouais, c'est ça. S'il applique la recette, c'est bon, Baptiste. On se retrouve dans un an et l'objectif, ce sera de faire moins de 4h20 ou moins de 4h15. Euh, Super, merci. Je pense que là, tu as délivré la recette complète. J'espère que ça aura inspiré aussi d'autres athlètes. Voilà. Merci à Baptiste de d'avoir joué le jeu du cobaye pour qu'on puisse préparer sa saison et ce cas concret. Euh, Si ça vous a intéressé, euh, enfin, si vous êtes encore là, j'imagine que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à nous le faire savoir, un petit commentaire ou un petit like.
Ça nous permet de savoir quels épisodes vous plaisent le plus. Et puis, si vous voulez qu'on s'occupe de votre prépa, vous savez où nous retrouver. Le lien est dans la description ou sur opentree.fr. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser en bas de cet épisode. Euh, Merci, William. C'était hyper complet. Ça, Merci à toi. ça C'est vrai que nous a ça fait permis. plaisir de se plonger dans ce cas concret, Ouais, mais il faut garder à l'idée que c'est, un exemple qui n'est pas immuable et qu'il y a pas une seule planification. Il y a pas voilà, ça peut être, très différent en fonction de vos contraintes, de vos objectifs. L'important c'est voilà, d'avoir un ordre d'idée de ce que vous voulez faire sur l'année. Même cette préparation-là, cette planification-là, c'est une idée. L'important c'est d'avoir un suivi régulier, donc au niveau ressenti, données d'entraînement et de pouvoir justement ajuster ce travail-là, l'adapter selon la réalité du terrain. S'il y a de la fatigue, une blessure, des contraintes, pro, perso qui arrivent, bah, il faut adapter ça et c'est pour ça que, bah, du coup, il faut travailler, bah, soit avec un coach, soit avec, un groupe d'entraînement pour, à la fois garder le cap, mais aussi, garder un peu un garde-fou et pouvoir adapter, cette prépa-là. Puisque c'est important de prendre le temps de planifier en début de saison, mais c'est important aussi de prendre le temps tout au long de la saison, de vérifier qu'on est sur le bon chemin et que tout fonctionne correctement. ouais. Et pour finir, je reprendrai ce que nous avait dit Manon Genet il y a quelques années en interview qui nous disait que déjà avoir un plan détaillé, c'est réaliser 50% de son objectif. Bon, bah maintenant, il reste plus qu'à Baptiste à appliquer les 50% restants, à savoir s'entraîner, appliquer le plan. Et puis, on lui souhaite une bonne saison 2026. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro. Exactement, à dans 2 semaines. Donc voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des idées pour le prochain numéro, on vous écoute en commentaire et on se fera un plaisir de préparer des éléments sur le sujet. Salut William, à bientôt.